Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire relatif au dialogue social dans la fonction publique proposé par CEGAP ce matin. Alors, je suis Arnaud Marsat, consultant formateur RH. J'ai en charge notamment les formations relatives au statut des agents publics, fonctionnaires comme contractuels, mais aussi celles orientées vers les droits, les obligations, la déontologie, les cumuls d'activités, etc. J'anime également des journées d'actualité RH et je peux vous confirmer qu'en ce moment, les sujets ne manquent pas. Alors, je ferai office ce matin, en quelque sorte, de monsieur Loyal pour l'animation de cette matinée. Alors, nous sommes vraiment ravis de vous compter aussi nombreux parmi nous. Alors, vous êtes pour l'instant voilà, un peu plus d'une centaine, mais on a des ambitions beaucoup plus grandes. On a eu à peu près 400 inscrits, donc on vous attend toutes et tous. Alors, nous sommes, d'un point de vue plus technique, sur l'interface GoToWebinar et espérons que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'ensemble des intervenants que je vais présenter après. Alors, vos micros sont bien entendu fermés par défaut compte tenu du nombre important de participants. Je vous précise au passage que ce webinaire est enregistré et il vous sera communiqué ultérieurement. Vous aurez accès au replay sans problème. Vous pourrez néanmoins, malgré le fait que les micros soient fermés, intervenir en posant vos questions dans la partie questions du panneau de communication qui doit, en principe, si tout va bien, se trouver sur votre droite. Voilà pour les premières précisions techniques. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter vos différents intervenants. Nous sommes ravis d'accueillir René Picon-Dupré, administrateur général honoraire, consultant formateur RH et management, ex-DRH de la délégation générale pour l'armement au ministère de la Défense. Donc, bonjour René. Bonjour. Nous accueillons également Florian Glay, directeur des ressources humaines de la ville de Pantin, donc en Seine-Saint-Denis. Et puis, bonjour Florian. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et puis, nous accueillons également Cédric Vital, consultant formateur en prévention des risques et santé au travail. Donc, je les remercie tous vivement de leur présence. Alors, ces présentations étant faites, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le temps que la diapositive s'affiche. Alors, thématique voilà, ambitieuse, le dialogue social dans la fonction publique. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, tout vient de la loi de transformation de la fonction publique, que vous connaissez bien maintenant, du 6 août 2019, donc on va bientôt fêter, souffler ces 3 bougies. Loi qui avait été présentée comme offrant, alors je cite, un nouveau contrat social avec les agents et les employeurs publics, et une loi qui a pour objectif, entre autres sujets, là je cite encore, de promouvoir un dialogue social plus stratégique. Alors, l'esprit de la loi, il est très présent, c'est de responsabiliser davantage l'employeur et mettre les managers au premier plan. Ces effets, alors même si on a pu être confronté à une certaine perplexité initiale, c'est de simplifier la gestion des ressources humaines, mais également donc de dynamiser le dialogue social. Alors, comme vous le savez, cette loi, on va développer tout ça bien entendu, mais elle a eu des effets sur la forme et sur le fond, puisque comme vous le savez, certaines instances demeurent, je pense notamment au CAP, mais avec un périmètre révisé depuis 2020 et une cartographie qui, elle aussi, va évoluer bientôt. D'autres instances, je pense notamment aux comités sociaux, feront leur apparition et en particulier leur formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, donc les fameuses F3 SCT pour les amateurs d'acronymes. Alors, autre chose qui est très marquée par la loi, c'est finalement un mouvement vers une de plus en plus grande contractualisation des relations de travail dans le secteur public. Si vous voulez, vu sous l'angle du dialogue social, certains ont dit finalement on applique au secteur public ce qui avait été fait pour les IRP de droit privé avec les ordonnances
Macron. C'est vrai qu'on peut, on en reparlera sans doute avec nos intervenants, mais c'est un mouvement assez affirmé. Et puis cette loi propose, comme vous le savez, des nouveaux outils RH tels que les lignes directrices de gestion, le rapport social unique notamment. Alors c'est une question 2023, année du dialogue social. Alors certainement, puisque s'il est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est bien celui des élections professionnelles du 8 décembre prochain, généralisant en tout cas pour certains versants le recours au vote électronique et qui amèneront donc à désigner notamment les représentants des CAP et des futurs comités sociaux, mais également, c'est notre enjeu, de mesurer l'audience des organisations syndicales les plus représentatives dans la fonction publique. Donc il y a effectivement des enjeux à cet égard. Toujours pour continuer un petit peu pour fixer le cadre, si vous voulez, je vous rappelle voilà, la structure de la loi de transformation de la fonction publique, donc 5 axes qui ont une cohérence entre eux, mais bien entendu, l'axe qui va retenir notre attention en particulier ce matin sera bien entendu celui relatif au dialogue social. Alors au fond, quels sont les impacts et les objectifs de la loi en termes de dialogue social? Eh bien, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est-à-dire qu'on a voulu, entre guillemets, mettre en place, si je puis dire, des circuits un petit peu plus courts, rendre le dialogue social plus dynamique. On a voulu aussi, alors quitte à en supprimer, si je puis dire, certaines strates, simplifier l'organisation des instances et puis rendre le tout plus fluide. Alors, toujours en partie introductive, si on veut un petit peu comparer le dialogue social en termes de cartographie des instances avant et après la loi de transformation de la fonction publique, on se rend compte que finalement, initialement, on avait une organisation, j'allais dire, assez verticale, une organisation par silo, c'est-à-dire chaque instance ayant ses sujets propres. Les CAP pour l'ensemble des décisions individuelles relatives à la carrière, c'est-à-dire qu'on avait une approche très globale du principe finalement de participation. À côté, les CCP, commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels, relatives finalement un peu à l'image des CAP, mais pour les agents contractuels à toute question d'ordre individuel. Et puis, finalement des instances de relations plutôt collectives, les comités techniques et les CHSCT, chacun ayant leur sujet de compétence avec d'ailleurs parfois des hésitations entre la compétence du CT tout seul, du CHSCT tout seul et puis parfois les deux. Donc du coup, ça a pu inspirer effectivement certaines évolutions. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on est passé finalement d'une organisation finalement plutôt individuelle à une organisation, alors ça c'est l'effet post-loi de transformation de la fonction publique, à une organisation finalement plus anticipée et plus collective, puisque en regardant ce schéma, si vous voulez, on se rend compte qu'effectivement, les CAP sont recentrés sur les décisions individuelles défavorables qui sont maintenant limitativement définies. C'est finalement l'objet finalement de la révision du principe de participation. Exit la mobilité et la promotion. Et puis, petit à petit, si vous voulez, on glisse finalement sur une approche plus collective de sujets qui, jusqu'à maintenant, étaient appréhendés dans un cadre individuel. Je pense notamment finalement au fait que l'employeur public, dans sa stratégie RH, reprend la main via les lignes directrices de gestion et en lien avec le rapport social unique, qui, je vous le rappelle, a entre autres objets de rassembler les éléments et les données à partir desquelles sont établies les lignes directrices de gestion. Et puis, autre évolution majeure, alors René Picon va me tirer les oreilles parce que je veux parler de fusion du CT et du CHSCT, alors il va vous préciser un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. La cible à terme, effectivement, c'est de mettre en place les comités sociaux devant lesquels on rendra compte finalement de la stratégie RH. Donc on voit vraiment quand même un déplacement finalement de ce dialogue social vraiment individualisé, si je puis dire, sur certains sujets, vers des instances davantage collectives. Voilà ce que je voulais vous dire dans ces quelques propos introductifs.
Alors, afin de prendre du recul et de la hauteur autour de ces différents sujets, on va vous proposer de les décrypter et d'en mesurer les impacts avec nos trois spécialistes. Alors, je vais d'abord me tourner vers René. Donc, rebonjour René. Bonjour. Alors, vous allez voir s'afficher voilà, une diapositive avec un titre à peine provocateur, les nouvelles instances, évolution, révolution. Alors, c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Alors, René, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous éclairer sur les grandes lignes de la nouvelle organisation des instances? Finalement, en quoi cela va-t-il impacter le contenu du dialogue social et offrir de nouveaux outils? Et puis, c'est un autre sujet, je pense que vous évoquerez. Il y a une place assez large qui sera laissée à la négociation collective. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différents sujets? Tout La à fait. parole est à vous. Merci. Merci. Bon, donc je vais vous faire une présentation qui va peut-être être un peu technico-juridique, mais je crois qu'il faut en passer par là pour mettre en place les choses. Arnaud vous a déjà posé, j'allais dire, le paysage global. J'ai retenu trois termes, enfin, qui sont ceux de la présentation de la loi, la simplification des instances, la dynamisation du dialogue social et puis la fluidification des relations sociales. On ne va pas tout traiter maintenant, laisser quand même de la place ensuite au débat, mais je pense que si on regarde les évolutions qui se sont déjà produites ou qui sont devant nous, puisque, comme Arnaud l'a rappelé, à à la suite des élections qui vont avoir lieu en décembre 2012, on va avoir de nouvelles structures de dialogue social, parce que j'appelle personnellement les grands-messes, c'est-à-dire les instances de dialogue social, ce qui ne fait pas la totalité du dialogue social, mais qui fait partie d'un des éléments je dirais, obligatoires. Et ces éléments, certains ont déjà été mis en place en ce qui concerne les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires, et d'autres sont devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la portée de la réforme? La portée de la réforme, comme Arnaud vous l'a rappelé, je vais rentrer dans un peu plus de détails. Bon, d'abord, elle conduit à réorganiser les CAP et les CCP pour un meilleur accompagnement des situations individuelles complexes. Entre un petit bémol sur les CAP, créer entre guillemets une instance unique censée regrouper les CT et les CHSCT. Là aussi, on va regarder un peu plus précisément ce qu'il en est. Et puis, renforcer la gouvernance du dialogue social et développer le recours à la négociation collective dans la fonction publique, comme l'a dit Arnaud, ce qui est un peu la démarque de ce qui s'était passé dans le secteur privé, avec une mise en place définitive en 2020 à la suite des ordonnances travail Macron de septembre 2017. Alors, parmi les évolutions, je passe vite parce que ça c'est de la technique, mais c'est quand même intéressant de voir que le dispositif a pris en compte certaines évolutions et certaines souplesses dans le mode de fonctionnement des instances, un petit peu horizontal. D'abord, Arnaud l'a rappelé, la généralisation, avec des exceptions, comme toujours, mais la généralisation du vote électronique en ce qui concerne la désignation des représentants qui sont élus. Je dirais qu'au quotidien, les réunions des instances peuvent se tenir aussi par visioconférence et même à l'extrême limite par mail. Ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis, de nouvelles règles de fonctionnement que je cite parce qu'elles me paraissent quand même devoir être soulignées, qui devraient apporter dans la vie quotidienne des instances, dans leur mode de fonctionnement. Est-ce que ce sont des simplifications, en tout cas certaines souplesses? D'abord, remplacement d'un membre en cas de congé de maternité ou de paternité, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui spécifiquement, et puis possibilité à un membre qui quitterait une séance de donner délégation à un autre membre en raison de son absence. Bon, ce n'est pas les sujets les plus importants, je voulais le mettre un petit peu en exergue parce qu'il y a quand même derrière certaines évolutions en matière de mode de fonctionnement. Si on regarde maintenant les instances, alors comme Arnaud tout à l'heure, je vais je vais regarder deux choses. D'une part, les instances dites paritaires et d'autre part, les autres instances. Alors, les instances paritaires, bon, vous vous rappelez, même nombre de représentants de l'administration et même nombre de représentants
du personnel. Ça concerne les CAP pour les fonctionnaires, les CCP pour les agents sur contrat, avec des évolutions qui vont sans doute dans la volonté du législateur, dans le sens de la souplesse. Il faudra voir après à l'usage comment les choses fonctionnent, qui sont liées aussi au fait que effectivement ces instances, notamment les CAP, ont perdu certaines attributions qui ne justifient plus finalement un découpage aussi précis qu'auparavant. Les CAP vont être constitués dorénavant par catégorie et non plus par corps. Auparavant, les CAP, il y avait une CAP par corps avec au sein de la CAP une représentation par grade, ce qui, parenthèse, au niveau du dépouillement des élections, apportait une complexité qu'aujourd'hui on va perdre. Et donc, on va avoir maintenant des CAP par catégorie, avec des exceptions possibles. Si vous regardez les textes qui ont été publiés depuis quelque temps, bon, il y a des exceptions, mais elles sont prévues par la loi, elles peuvent s'expliquer. Je pense notamment dans la fonction publique d'État au corps supérieur, origine type polytechnique ou ex-école nationale d'administration, premièrement. Pour les CCP, normalement, l'idée va dans le même sens, c'est-à-dire que le discours du ministre de la fonction publique, lorsqu'il a présenté la réforme, c'était des CCP uniques, sans distinction de catégorie. Je dois dire que le décret qui a été publié récemment et qui modifie le décret de 86 n'est pas si clair que ça. Et quand on regarde d'ailleurs les textes qui sont publiés, il y a encore des errements divers. Mais en plus, le texte ayant été publié tard, ceci peut expliquer que certains avaient déjà pris leurs dispositions. Cela dit, c'est un peu moins grave pour les CCP dans la mesure où il n'y avait pas de toute façon de représentation. Il pouvait y avoir des représentations parfois par niveau, mais pas de représentation par grade. La seule interrogation qu'on peut avoir en ce qui concerne les CAP sur la suppression de la représentation par grade, c'est comment finalement ça va fonctionner en matière disciplinaire. C'est une question à laquelle il faudra répondre en les faisant vivre, puisqu'auparavant, vous savez qu'en matière disciplinaire, on ne siégeait que les membres représentant le niveau de la personne qui était poursuivie et le niveau supérieur. Bon, aujourd'hui, les choses vont être sans doute un peu plus. Il va falloir inventer un mode de fonctionnement différent. C'est. René, René, Pardon? excusez-moi. Oui? Je peux juste faire une toute petite précision. Vous avez cité la mise à jour, si je puis dire, hein, du décret du 17 janvier 1986 hein, pour l'État. Oui, Je tout à pense que fait. vous pensez au décret de toilettage, entre guillemets, Absolument, qui ont tout à pour fait. vocation finalement de transposer ce qui a été fait pour les fonctionnaires aux agents contractuels, les effets de la transformation de la fonction publique. Hein. Donc une petite précision, hein, pour l'État, c'est un décret hein, du 25 avril 2022. Ce décret, qui est à peu près rédigé dans des termes équivalents, a été également transposé pour la fonction publique hospitalière. Donc là, on a un décret du 16 mai. Et sauf si j'ai raté un matin la bonne ligne du JO, j'ai pas encore vu ce texte hein, pour la territoriale. Hein, voilà. Tout à fait. Ok, Florian occupe du Absolument. chef, donc on peut lui faire confiance. Voilà. Donc voilà. Et tout ceci, hein, on en reparlera, mais dans un contexte hein, de Absolument. recodification, donc qui rend quand même l'exercice relativement intéressant quand il faut mêler ex-dispositions des lois de 83, 84, etc., avec les dispositions réglementaires qui elles ne sont pas encore codifiées. Mais ça viendra. Absolument. Avec Voilà. une petite, avec une petite particularité, je parle sous le contrôle de Florian, c'est que pour la fonction publique territoriale, il y a quelques dispositions législatives pour les CCP, ce qui n'était pas le cas pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Ce qui fait que vous aviez un petit coup d'avance, notamment dans le nouveau code général de la fonction publique, ce qui n'empêche pas, bien sûr, des dispositions réglementaires. Donc, j'avance. Alors, donc on a dit que pour les CAP, évolution des compétences, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus compétentes pour examiner ce qu'on appelle les mutations, ce qu'on appelait les mutations à compter de 2020, plus compétentes pour examiner les avancements à compter de 2021. Et c'est pour cela qu'on parle de recentrage sur les situations individuelles. Bon, il y a deux cas quand même où elle reste compétente pour des situations individuelles, au moins pour la fonction publique d'État, qui est celle que je connais le mieux, c'est l'examen des disponibilités et des détachements
qui reste encore de la compétence des CAP. Et là, on est dans l'individuel. La conséquence, finalement, c'est de donner plus de responsabilités, entre guillemets, à ce qu'on appelle traditionnellement aujourd'hui le management, hein, c'est-à-dire que auparavant, on ne dit pas qu'il y avait une irresponsabilité, mais on voyait parfois des cas où bah, c'est à partir du moment où il y avait un avis, même s'il était seulement consultatif, une instance paritaire derrière, la motivation, je dirais, du management à s'engager pouvait être moindre. Bon, là, aujourd'hui, il n'y a plus photo, ils sont véritablement obligés de s'engager. Pour autant, ils sont encadrés, on l'a dit tout à l'heure, par des lignes directrices de gestion qui elles-mêmes devenues un dialogue social puisqu'elles sont soumises au comité technique actuellement, demain aux comités sociaux d'administration et elles donnent lieu à un bilan annuel qui sera présenté au CSA. Donc, premièrement, alors, CLDG, je vais m'y arrêter 2 minutes, hein, pas très longtemps, mais je crois que c'est l'une des nouveautés du mode de gestion de l'administration. Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de gestion RH pluriannuelle, dans la limite éventuellement de 5 ans. Et ce qui m'intéresse, il y a des lignes directrices de gestion pour la mobilité, il y a des lignes directrices de gestion pour l'avancement. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est de tirer des, des présentations des lignes directrices de gestion un certain nombre de mots-clés. Alors, je vais vous dire pourquoi. On a tiré les mots suivants adaptation des compétences aux évolutions des missions des métiers, valorisation des parcours professionnels, accompagnement des projets individuels de carrière, prise en compte de la valeur professionnelle avec finalement non pas seulement le déroulé de carrière de l'intéressé dans son corps, dans sa catégorie, comme on regardait souvent. Bon, j'ai connu une époque où les organisations syndicales, quand il s'agissait d'avancement, tentaient systématiquement de privilégier les gens les plus anciens ou les gens qui étaient même la plus proche du départ. Il y avait même une pratique qui s'était mise en place à un certain moment, qui était d'ailleurs complètement illégale, qui était ce qu'on appelle avancement conditionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans les 6 mois de son départ, on le promouvait, mais on lui faisait signer un engagement comme quoi il partait au bout des 6 mois. C'était illégal d'ailleurs dans la mesure où ça permettait, lorsqu'on était en ordonnance 59 et qu'il y avait qu'on travaillait sur vacances, d'utiliser 2 fois dans l'année le même poste d'avancement. Vous voyez les pratiques. Bon, aujourd'hui, on est sorti de ce dispositif et ce que je trouve intéressant, c'est que aussi bien quand dans les lignes directrices de gestion, aussi bien quand on parle d'avancement, on parle plus d'avancement d'ailleurs, mais d'évolution de carrière ou de mobilité, on voit apparaître quand même des notions plus intéressantes en matière de GRH, qui sont les notions de parcours professionnel, de prise en compte finalement des soins individuels, et en plus, en ce qui concerne l'expérience, de prise en compte d'une expérience plus vaste, parce que pas seulement l'expérience, j'allais dire, réduite à son travail dans la fonction publique, mais éventuellement à d'autres activités que les intéressés peuvent ou ont pu développer à l'extérieur, dans le monde associatif, éventuellement le parcours syndical, éventuellement même des passages qu'ils auraient pu faire dans le secteur privé. Donc on voit apparaître là une notion beaucoup plus vaste que la notion étroite auparavant, qui était celle des avancements et de la mobilité. Donc, je ne vais pas entrer on y reviendra peut-être, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails en l'occurrence. Un autre élément important aussi qui fait son apparition et qui va impacter aussi la compétence des CSA, c'est la volonté de faire appel à une base de données sociales et un rapport social unique, c'est-à-dire finalement avoir un bilan social qui soit commun à l'ensemble de l'administration, avec, je dirais, un dictionnaire des données et des mots-clés qui veulent dire la même chose partout et qui soit relativement plus facile pour consolider les éléments statistiques dont on a besoin, que ce soit au niveau micro, que ce soit au niveau macro de l'ensemble d'une fonction publique ou même de l'ensemble des fonctions publiques. Donc, sujet important et sujet qui, lui aussi, va faire l'objet d'un débat dans les CSA. Deuxième sujet, alors les lignes directrices de gestion,
la base de données sociale, ça fait le lien finalement entre la gestion individuelle et puis finalement les instances chargées du collectif, puisque elles sont débattues et suivies dans ces instances. Et on voit apparaître, alors tout à l'heure, Arnaud me disait que j'allais lui tirer les oreilles parce que sur cette affaire de fusion des instances, c'est vrai que personnellement, j'ai l'habitude de dire que c'est peut-être un faux problème. Tout dépend dans quelle situation on se place. Hein. Moi, je viens d'un énorme ministère où, pour nous, les CHSCT, il y en avait des centaines. Hein. Donc, les structures telles qu'elles vont être mises en place, je vous vois un chip si vous voulez, tout amusant, vont pas créer une situation très différente de ce qu'était la situation antérieure. Dans d'autres cas, ça sera sans doute un petit peu plus délicat, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette soi-disant fusion des instances? C'est le fait que ça a été présenté comme étant la fusion des comités techniques et des CHSCT. À l'instar de ce qui s'est passé dans le secteur privé avec mise en place définitive en 2020, hein, qui a été la fusion des délégués du personnel, des comités d'entreprise et des CHSCT pour faire les comités sociaux d'entreprise et ou d'établissement, avec la création de commissions spécialisées. Chez eux, c'est pas des formations, c'est des commissions spécialisées en matière pareille de santé, sécurité, conditions de travail. Et bon, dans le privé, on peut considérer que on est arrivé véritablement dans un certain nombre de cas, à une fusion avec un impact sans doute peut-être plus important que chez nous. Quand on regarde le bilan qui en a été fait par les syndicats, le bilan est mitigé. Mais pour nous, je dirais que la notion de fusion, elle est un peu à relativiser dans la mesure où, d'une part, dès lors que l'effectif d'une structure est supérieur ou égal à 200, on crée une formation spécialisée, où on peut continuer à créer des formations spécialisées de sites ou des formations spécialisées en raison de risques professionnels. Donc, à partir d'un certain seuil d'effectif, en réalité, on va toujours avoir deux instances. On va avoir le cas où il va véritablement y avoir fusion, c'est quand il va y avoir des effectifs inférieurs à 200 et je dirais sans risque particulier. Même dans ce cas-là, d'ailleurs, une réunion par an doit être consacrée spécifiquement à l'hygiène et sécurité. Donc, par conséquent, le sujet reste identifié. Et si on regarde les attributions, hein, les attributions des CT sont maintenues dans les CSA avec l'ajout qui est lié aux lignes directrices de gestion et autres dont j'ai parlé tout à l'heure, et les attributions des formations spécialisées, finalement, sont celles qui étaient celles des CHSCT. Ça peut éventuellement, dans un certain nombre de cas, éventuellement mettre fin à certaines ambiguïtés dont Arnaud a parlé. Parfois, on se demandait tel sujet, s'il fallait le soumettre au CT ou au CSHCT. Dans le doute, souvent, on le soumettait aux deux, d'ailleurs. Et aujourd'hui, les choses sont plus claires, sont d'autant plus claires que il y a un cousinage lorsqu'on a une formation spécialisée reliée au CSA, puisque les membres titulaires vont être choisis parmi l'ensemble des membres de la formation spécialisée, vont être choisis parmi l'ensemble des membres du CSA. Et d'autre part, dans un certain nombre de cas, il peut y avoir prééminence du CSA sur la formation spécialisée, soit à la demande du président du CSA, qui d'ailleurs est le même lorsqu'il y a une formation spécialisée rattachée au CSA que celui de la formation spécialisée, soit à la demande de la moitié des membres. Voilà, je ne peux pas insister davantage maintenant. Je veux dire deux mots, alors, Florian, on m'a tendu la perche tout à l'heure, d'une autre évolution importante qui est devant nous, c'est en matière de négociation. En matière de négociation, la fonction publique traditionnellement n'est pas un secteur où on négocie beaucoup. On voit apparaître maintenant une réforme importante qui est notamment la possibilité de signer avec les organisations syndicales à différents niveaux de la fonction publique des accords dits majoritaires, c'est-à-dire des accords signés par des organisations syndicales qui représentent dans le champ d'application de l'accord aux dernières élections plus de 50% des voix. Et cet accord majoritaire, à ce moment-là, va avoir un impact important puisqu'il peut avoir une valeur réglementaire, engager l'administration à la fois en termes de calendrier et en termes de texte à prendre.
Je citerai 2 cas d'accords majoritaires qui ont été signés depuis la loi. C'est l'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail qui a été signé en juillet 2021 et les textes qui devaient être pris en fonction de l'accord ont bien été pris dans la foulée, donc ça fonctionne. Et deuxièmement, un accord plus récent de janvier 2022 sur la mise en œuvre, la prise en charge du financement de la complémentaire santé par l'administration. Donc voilà l'importance donnée à cette négociation. Je citerai un autre cas, il n'y a pas dans la fonction publique de négociation obligatoire comme il y a dans le privé, sauf jusque-là la négociation avec le ministre de la fonction publique sur l'évolution du point d'indice. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui s'est passé dans les années récentes, mais on voit apparaître un cas de négociation obligatoire, je ne sais pas si on a fait attention, c'est finalement sur le plan d'égalité professionnelle. À l'issue du plan d'égalité professionnelle, l'administration a l'obligation de proposer aux organisations syndicales une négociation sur un nouveau plan d'égalité professionnelle. Pardon? Un plan d'action. Absolument. Alors, attention, obligation de négocier ne veut pas dire obligation d'aboutir. Mais on va vers une évolution importante. Et enfin, personnellement, je trouve ça très bien. Je suis parti du ministère où on a négocié avec le syndicat bien avant que ce soit obligatoire. Mais je crois que c'est un mode d'expression du dialogue social vers lequel on va aller, qui est important, indépendamment d'autres aspects dont on parlera. Voilà ce que je voulais vous dire en gros pour préciser et repositionner un petit peu de façon plus juridique et plus proche des textes ce que Arnaud vous a dit tout à l'heure en introduction. Très bien. Merci beaucoup René pour ces éléments très, très éclairants. Alors, on aura l'occasion de rediscuter ensemble, hein, on verra les questions après. Alors, je vais quand même maintenant me tourner vers Florian avec une autre strate. Hein. Alors, j'attends juste que la diapositive veuille bien parvenir jusqu'à vous. J'espère que ça va fonctionner. Indépendamment de ça, de toute façon, ça ne m'empêche pas de poser le sujet, si vous voulez. Ici, c'est l'enjeu de l'animation du dialogue social. Florian, il y a ici effectivement un réel enjeu de faire vivre, si je puis dire, le dialogue social au quotidien. Et effectivement, au-delà des simples, si je puis m'exprimer ainsi, élections professionnelles, quels sont selon vous les enjeux de ce dialogue social, qu'on pourrait appeler 2.0, même si le terme n'est pas très heureux, quelles en sont les autres implications? Et puis, alors je suis sûr que vous allez nous en dire un mot, on peut aussi, en prenant un peu de recul, se dire que la question va prendre sans doute d'autant plus d'acuité dans une situation inflationniste et de pouvoir d'achat compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces différents points? Merci Arnaud et merci René pour cette présentation juridique et pour faire la transition, la question que je me pose et que beaucoup se posent après ces éléments, c'est finalement est-ce que dans tout ça tout change, rien ne change? C'est un peu parfois la question qu'on peut se poser eu égard à la transformation des instances du dialogue social qui a été proposée par le législateur il y a 3 ans. Et finalement, à quoi tout ça, à quoi bon tout ça va servir alors même que nous sommes finalement dans une espèce de continuité, même si les instants changent. Moi, j'ai envie de vous dire, on est dans un point de bascule entre la fin d'un mandat qui a été marqué par la crise sanitaire, marqué par un dialogue social déjà transformé parce que on s'est réunis en visio, parce que on a discuté de sujets sur lesquels on n'a pas eu l'habitude de discuter. Un point de basculement aussi parce que qui dit nouvelle instance dit nouvelle opportunité de discuter différemment et de se saisir de ces outils, de ces transformations de manière à insuffler quelque chose de nouveau. René le disait dans son intervention, la fonction publique, c'est pas un endroit où on a l'habitude de négocier. Et finalement, on se retrouve souvent lorsqu'on est directeur des ressources humaines, lorsqu'on participe au dialogue social, dans des instances où finalement, soit les organisations syndicales se mettent dans une position
dans une posture de contrer l'administration ou l'autorité territoriale, soit elles sont dans une autre posture un peu d'inspection générale de l'administration. Et en fait, nous sommes un peu responsables de cette situation parce que c'est comment nous, l'administration, on donne les moyens à nos organisations syndicales, à notre dialogue social de vivre différemment. Et pour vivre différemment, je crois que il faut transformer le rapport que nous avons aux organisations syndicales et notamment l'image que l'on peut avoir d'elles, y compris dans la manière dont nous avons en RH ou en direction générale l'habitude de les consulter. Moi, je crois que dans la période qui va nous amener là entre cet été aux premières instances du CST en janvier prochain, nous avons 6 mois devant nous pour réfléchir à plusieurs choses. La première réflexion que nous devons avoir dans cette animation de dialogue social, c'est nous, l'administration, quels moyens on met au service des organisations syndicales pour qu'elles fassent un travail de négociation sociale tel qu'on pourrait s'y attendre dans l'ensemble des organisations. Et se poser la question des moyens, c'est se poser la question de leurs moyens et donc d'un document un peu central que vous aurez à négocier après les élections professionnelles. C'est une convention ou en tout cas un accord sur les moyens que donne l'organisation aux organisations syndicales pour les faire vivre, une convention de moyens. C'est les moyens que nous donnons. Est-ce qu'il faut un chargé de dialogue social? Est-ce qu'il n'en faut pas? Qui fait vivre le dialogue social dans l'organisation? Est-ce que c'est la direction des ressources humaines? Est-ce que c'est la DRH? Est-ce que c'est les managers de proximité? Est-ce que finalement, on ne se met pas à former nos organisations syndicales? Moi, je considère, mais c'est un parti pris et vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec moi, je considère qu'on a besoin de parler le même langage. Et que pour parler le même langage, nous sommes des techniciens de la RH et parfois nous avons un discours incompréhensible pour nos collègues syndicalistes et nos collègues représentants du personnel qui, eux, ne sont pas tous les jours les mains dans le cambouis et n'ont pas la même technicité que nous avons. Et moi, je crois que nous avons besoin de parler du même discours. Et je crois beaucoup à ce qui se fait dans un certain nombre de collectivités. J'ai en tête la ville de Suresnes autour de la question de la formation de nos collègues syndicalistes, voire de la certification. Et ça, effectivement, ça demande un certain nombre de moyens. La deuxième réflexion qui doit être la nôtre, c'est comment on fait vivre les instances ou l'instance pour ceux qui n'auraient qu'un CST. Et ça pose la question, je crois, d'un règlement intérieur qui ne soit pas purement juridique et formel, mais qui soit un outil au service de faire vivre l'instance. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement sur des règles un peu formelles qu'on peut connaître, c'est-à-dire le président préside et le remplaçant du remplaçant et celui qui arrive derrière, mais toute une réflexion autour de comment on réunit l'instance, de comment on la convoque, des moyens qu'on donne à l'instance pour fonctionner, des documents que donne l'organisation à cette instance pour qu'ils se saisissent des sujets, des temps de parole, de la place des suppléments. Elle est, à mon avis, essentielle de leur droit d'évoquer les sujets ou de ne pas évoquer les sujets. Et ça, il y a une vraie réflexion autour de cette question du règlement intérieur. Et moi, je pense qu'il faut en faire un peu un document non seulement vivant, mais un document un peu pilier de l'animation de cette réunion du CST. Troisième élément de mon intervention, c'est la question de comment et de quels sujets on amène sur la table de ce CST. Moi, j'ai envie de vous dire, si on fait ce que 90% des organisations publiques et notamment des collectivités territoriales ont fait pendant ces 2 derniers mandats, ça n'a aucun intérêt d'avoir réformé les instances du social. Qu'est-ce que nous faisons globalement et collectivement? Et c'est un reproche pour personne, mais parce qu'on apprend aussi et on apprend en marchant. Qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons, nous, l'administration, des sujets. On prépare des notes, on leur envoie une semaine avant, 15 jours avant, et puis on arrive et finalement, ça devient un peu une caisse d'enregistrement. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on ne sait pas exactement de quoi on discute. Moi, je crois que ceci est non seulement inintéressant pour eux et inintéressant pour nous, on le voit comme une contrainte. Or, ça doit être l'occasion d'enrichir un certain nombre de projets. Je vous rappelle que lors de la première réunion
du CST en janvier prochain, et ça, en chaque début d'année, vous allez devoir faire débattre votre CST de l'ordre du jour de l'instance. Et je crois que là, il faut y voir une formidable opportunité autour de la construction d'un agenda social, ou en tout cas d'un programme pluriannuel de sujets sur lesquels nous allons débattre. Et ces sujets, vous l'avez dit Arnaud en introduction, ils ne manquent pas. Nous avons devant nous la finalisation du télétravail pour les collectivités qui serait un peu en bout de chaîne. Nous avons la question de la protection sociale complémentaire. Moi, je crois que c'est un sujet absolument central dans une fonction publique qui est en train de dire et en plus avec des métiers extrêmement difficiles. Moi, je suis toujours un peu effaré de voir le nombre d'agents qu'il y a dans nos organisations qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de complémentaire, qui n'ont pas de garantie de maintien de salaire. Donc, c'est un sujet central sur lequel il faut débattre. On a les questions de reclassement, de santé au travail. Cédric les abordera après moi. Moi, je pense que c'est des enjeux centraux du prochain mandat. Vraiment autour d'un document, ou en tout cas d'un projet qui pourrait être un agenda social, ou en tout cas un plan pluriannuel autour des sujets sur lesquels nous allons avoir à débattre. Dernier outil, ou en tout cas dernier élément que je veux aborder avec vous, et puis je ne doute pas qu'on aura un petit débat après, c'est la question de comment on fait vivre le dialogue social au quotidien. Je vous ai parlé de la formation des représentants personnels, et d'ailleurs de la formation, outre l'obligation de formation, mais Cédric, j'imagine, abordera ces questions, la formation obligatoire autour des questions de santé et de sécurité ex-CHSCT. Et là, je voudrais aborder quelque chose, c'est le dialogue social au quotidien. Parce que, outre les instances, il y a la vie quotidienne, quoi. Comment on organise ce dialogue social, qui l'incarne, comment on reçoit les organisations syndicales, autour de quel formalisme on le fait, ou absence de formalisme d'ailleurs. Mais à qui s'adressent les organisations syndicales? Est-ce qu'on a un chargé de dialogue social? C'est un peu toutes ces questions qui doivent se retrouver autour d'un document que nous pourrons appeler charte du dialogue social, ou quelque chose de cette espèce, et qui, à mon avis, doit être négocié là dans l'année qui arrive, parce que, à mon avis, vous savez, j'ai une conviction, c'est qu'une organisation dans laquelle il y a un bon dialogue social, c'est souvent une organisation qui va bien. C'est une organisation qui est saine, c'est une organisation dans laquelle on discute. Et je crois que pour avoir un bon dialogue social, il faut que nos collègues qui s'investissent dans une organisation syndicale soient en mesure de savoir à qui ils doivent s'adresser, soient en mesure de savoir comment on discute, peut-être moins formellement que dans une instance, mais moi je vous donne un exemple, je reçois toutes les organisations syndicales une fois par mois, c'est eux qui fixent l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'ils me l'envoient avant et on discute de ce qu'ils veulent en fait. Souvent ça tourne autour des points individuels d'ailleurs, mais ça permet aussi d'avoir un échange autour de ces questions. C'est un peu toutes ces questions qu'il faut formaliser. Donc voilà, autour de ces 4 sujets, et ça c'est un travail un peu important, un peu structurant qu'il faut qu'on fasse là dans les 6 prochains mois, autour de comment on dialogue dans les prochains mois, quels sujets on apporte, comment on fait vivre l'instance. Et je terminerai par là, c'est qui incarne le dialogue social dans une organisation. Est-ce que c'est la direction générale? Est-ce que c'est le directeur général des services? Est-ce que c'est le DG ressources? Est-ce que c'est le DRH? Ou est-ce qu'on confie ça au chargé de dialogue social? Et je vais aller plus loin, les managers de proximité, moi je pense que vous voyez, tout ceci est un tout, et que le dialogue social, finalement, à partir du moment où on a une vague position dans l'organigramme d'une organisation, on fait un peu de dialogue social, et ça embraye sur la question de, à mon avis, de former, ou en tout cas de faire monter en compétence un certain nombre de nos collègues managers de proximité, au-delà du top management, sur ces questions de comment on dialogue avec les organisations syndicales, quel niveau d'information on leur donne, et comment on peut faire fonctionner tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire en propos préliminaires, mais j'imagine qu'on aura et des questions et un débat entre nous. Oui, alors si les propos non préliminaires sont à la hauteur des propos préliminaires, il y aura beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Florian. Je vais prendre quelques questions. Juste avant, je voulais un peu resynthétiser ce que vous disiez. En gros, Florian, vous dites maintenant, on va avoir des nouvelles instances. Donc les élections, c'est une étape intermédiaire. Maintenant, entre guillemets, il faut inventer la vie qui va avec, si je puis dire, pour ne pas plagier une marque
un modèle de voiture d'une grande marque française. En gros, hein, faut saisir le coche et prendre l'opportunité pour vraiment développer des nouveaux outils. Sinon, en gros, ça sert à rien, quoi. Donc, okay. Très bien. Alors, je vais prendre deux questions. Alors, une première question qui est un peu pour Florian et pour René. Alors, je vous la livre. Hein. Question présentée comme idiote, mais qui n'est pas du tout idiote par son rédacteur. On nous dit, hein, quand Florian parle hein, de CST, quelle est la différence avec le CSA? Donc, c'est une question de versant, hein, mais je vous laisse préciser. René, je te laisse commencer. Bah oui. Bon, bah, non, je crois que c'est, disons que c'est, on a un CS qui s'appelle comité social, qui peut prendre un certain nombre d'appellations suivant l'endroit où on le crée. Hein. Quand c'est dans l'administration, dans une administration centrale, on parle souvent de, de comité social d'administration. Il y a même des comités sociaux d'établissement public. Donc voilà. Et puis, bah, quand on est au niveau de la fonction publique territoriale, on a un comité social territorial. Mais honnêtement, alors je parle sous le contrôle de Florian, on pourrait regarder effectivement la liste des comités sociaux dans le décret. C'est très cousin avec ce qu'on avait auparavant avec les niveaux de création des comités techniques. Hein. C'est pas, en ce sens, c'est pas une révolution. Et finalement, c'est simplement un problème de, j'allais dire, de langage et de s'adapter à la fonction publique dans laquelle on est. Exactement. Alors, il y a un problème aussi, entre guillemets, de cartographie, c'est-à-dire que la cartographie est sans doute plus sophistiquée, si je puis dire, à l'échelle de l'État, avec les différentes strates. Dans la fonction publique territoriale, effectivement, il y a l'enjeu de savoir qui fait quoi entre les collectivités affiliées au CDG ou pas. Hein, mais voilà, absolument, tout à fait. sur le fond, c'est bien les mêmes sujets dont on parle. Hein, les compétences sont les mêmes. Voilà. Donc voilà, en fait, hein, voilà, et je vous rappelle, hein, donc CSA administration, CST territorial, et puis alors ironiquement pour la fonction publique hospitalière, un CSE, un comité social d'établissement, à ne pas confondre avec les ex-comités d'entreprise hein, dans le secteur privé. Donc là, il y a absolument. Ben ça, c'est tout le jeu du cycle en France. Hein. Petite ironie, voilà, d'acronyme. Et puis alors, je reviens également sur une autre question, alors plus pour René. Après, je vais laisser bien sûr hein, la parole à Cédric, qui doit s'impatienter de nous livrer toutes ses connaissances. Une personne nous demande, en termes de négociation obligatoire, hein, est-ce qu'il n'y en a pas une quand même sur le RIFSEP, hein, qui effectivement, pour certains corps ou cadres d'emploi, arrive à son premier mandat, si je puis dire, de 4 ans. Est-ce qu'on peut parler là vraiment de réelle négociation hein, pour le RIFSEP sur l'IFSE? Très honnêtement, la négociation obligatoire au sens où on l'entend, le code du travail, par exemple, pour les entreprises, parce que c'est là que c'est parti, ou les deux cas que j'ai cités tout à l'heure dans la fonction publique, pour le RIFSEP, il n'y a pas de notion de négociation obligatoire. En réalité, c'est la mise en œuvre du RIFSEP, et suivant d'ailleurs j'allais dire les organismes concernés, les modalités de mise en œuvre, les modalités de pilotage ont été différentes. Il fallait trouver les critères, notamment en fonction des types d'activités, les critères aussi pour attribuer le complément indemnitaire. Alors, la seule chose, effectivement, c'est que si on regarde, mais c'était déjà le cas aujourd'hui, les comités techniques et les CSA demain sont compétents, j'allais dire, pour aborder les sujets des règles générales en matière indemnitaire. Mais attention, ce n'est pas une négociation, au sens où ça va se terminer forcément par un accord. Hein. C'est un élément de dialogue social qui va être abordé au cours d'une instance entre guillemets obligatoire parce que ça fait partie des attributions de l'instance, mais ça ne débouche pas forcément sur un accord. En ce sens, je ne parlerai pas de négociation obligatoire. Florian. Si je peux compléter, il y a une obligation dans le RIFSEP de revoir tous les 4 ans la pesée, en fait, c'est ça. Hein, oui. Mais par contre, il n'y a pas d'obligation ni de renégociation, ni même de transformer le régime indemnitaire ou de réévaluer les taux. Attention, hein. Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte inflationniste, nous sommes dans un contexte difficile d'un point de vue salarial et d'un point de vue de pouvoir d'achat, et que du coup, effectivement, je crois que nous ne pourrons pas passer à côté des revendications des organisations syndicales sur la question du pouvoir d'achat. Absolument. Et l'augmentation du point d'indice qui sera annoncée mardi matin
à mon avis, ne réglera rien du tout des revendications et des problématiques des agents. Il y a des chances, ouais. Alors, une petite précision pour nos auditeurs de la fonction publique hospitalière, le RIFSEP n'a été développé c'est déjà pas mal, pour l'État et dans la territoriale. Il n'y a pas encore l'équivalent dans la fonction publique hospitalière, où tout ceci doit s'apprécier à l'aune des mesures issues du Ségur de la santé et de la suppression de la prime de service au profit d'un nouveau futur régime indemnitaire, mais qui sans doute sera discuté de manière plus globale avec les différentes, si je puis dire, rendez-vous salariaux qui sont annoncés par l'actuel gouvernement. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour ces premiers éléments qui sont particulièrement intéressants. Alors, je vais passer donc la parole à une fois que mon diaporama avançait, je suis revenu en arrière. Alors, rebonjour Cédric. Alors, je cède la parole. Enfin, alors, ici, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'hygiène et de la sécurité lorsqu'on sait à quel point cette thématique est un sujet responsabilisant, alors j'allais dire aussi bien socialement que juridiquement pour les employeurs, quels qu'ils soient, mais les employeurs publics à plus forte raison. Est-ce qu'on doit redouter que cette matière, alors ô combien importante, soit reléguée au second plan, et ce à un moment où la fameuse loi santé au travail du 2 août 2022, alors je rappelle à nos auditeurs qui est partiellement applicable à la fonction publique, donc Cédric va nous éclairer là-dessus, il faut lire un petit peu entre les lignes. Eh bien, cette loi a précisément pour but de renforcer la prévention au sein, alors je cite, des entreprises, puisque la loi santé au travail, c'est un texte privé pour le privé, c'est la traduction finalement d'un accord, d'un ANI. Et autre enjeu, c'est de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Alors avant de rentrer dans ce niveau de détail, est-ce que Cédric, vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de ce qui change avec la loi et quelle est finalement, en gros, est-ce qu'il y a encore une place pour l'hygiène et la sécurité dans tous ces nouveaux outils? On espère que oui, mais dites-nous. Écoutez, merci Arnaud, ça va être effectivement l'objectif. Alors, évidemment, adieu l'hygiène et la sécurité, et j'aurais envie de dire bonjour la santé, les conditions de travail. Il ne s'agit pas du tout d'un abandon, bien au contraire. On va le voir ensemble, il s'agit plutôt d'une transformation. Une transformation parallèle à la transformation qu'il y a dans le dialogue social. Donc, il y a deux choses qui vont devoir se rejoindre. Ça va être un des enjeux de votre dialogue social et l'un des enjeux de vos démarches de prévention en termes de santé et conditions de travail. Les deux choses vont se rejoindre. Et quand on regarde le calendrier des textes, on voit que finalement, ceci n'a pas été fait sans réflexion préalable, et heureusement. Donc, il s'agit d'une transformation qui vise à quoi? Qui vise tout d'abord à accélérer l'efficacité de la démarche de prévention dans les établissements publics. Pour différentes raisons, René faisait des comparaisons, ou en tout cas par rapport au domaine privé. Je ne vais pas rentrer plus précisément dans le détail, c'en est une. Et l'idée, l'objectif, la cible à travers cette transformation, c'est d'instaurer un dialogue social sur le sujet de la santé au travail qui soit beaucoup plus stratégique et beaucoup plus engageant de ce qu'il a pu l'être évidemment dans le privé et de ce qu'il a pu l'être dans les différentes fonctions publiques. Donc, le rendez-vous à venir là, sur les élections professionnelles vont marquer, et c'est dans la tête du législateur, je vais venir plus précisément sur les textes fondateurs, alors il y aura un peu de réglementaire, un peu de mise en pratique, c'est la synthèse pratique de ce qu'ont pu évoquer mes prédécesseurs sur ce webinaire. Mais en fait, le rendez-vous professionnel à venir va marquer le début de cette transformation, et donc par effet mécanique, la mise en œuvre, alors d'un dialogue social, ou en tout cas d'une prévention dans un nouveau dialogue social, en tout cas avec de nouvelles instances, d'accord, mais aussi la mise en œuvre de 3 textes fondateurs qui soutiennent cette transformation. Arnaud l'évoquait. Alors, la première chose, effectivement, on en a suffisamment parlé, j'y reviendrai spécifiquement par rapport aux formations SSCT dans le cadre des décrets qui les concernent plus précisément. Bon, la loi du 6 août 2019, où dès la première partie de l'article 4, on voit qu'on porte création des comités sociaux, mais aussi de leur formation SSCT associée. On verra ça plus précisément. Tout ça pour vous dire que dès la première lecture d'une loi,
de transformation de la fonction publique, qui quand même avec certaines conséquences, dès les premiers paragraphes, dès les premiers articles, s'invite le dialogue social, ça c'est une chose. Mais dans le même temps, ou en tout cas quelques années plus tard, on arrive le 2 août 2021, Arnaud en parlait, avec une loi, la loi du 2 août 2021, je ne vais pas aller plus loin, je préciserai par la suite, qui vient à renforcer la santé au travail. Quand on parle de santé au travail, alors là, public, privé, privé, public, c'est pas la question, on regarde les individus. Voilà, on ne regarde pas les statuts, on regarde les individus. On verra finalement cette loi, qu'elle va venir ajouter, compléter, venir rendre performant votre dialogue social avec les partenaires sociaux. Alors, cette loi, elle traduit tout d'abord, pour vous donner un petit contexte, l'accord national interprofessionnel qui est un ANI, qui regroupe les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, l'État, qui s'applique à tous et qui a été conclu le 10 décembre 2020. Donc là, on revient un peu dans le passé. Et d'ailleurs, cet accord précise que l'objectif était de réformer la santé au travail et de décloisonner la santé publique et la santé au travail, ce qu'évoquait Arnaud. Voilà. La loi s'inspire aussi en grande partie du rapport de Madame la députée Charlotte Lecoq, qui a été transmis à Monsieur le ministre Édouard Philippe en 2018. Donc vous voyez que quand je vous parlais de réflexion dans le temps, les choses se sont posées et ont avancé en parallèle, à la fois sur l'évolution réglementaire de fond en termes de santé et de conditions de travail dont on va parler. Il y a des choses qui sont très impactantes dans le pilotage de la démarche de prévention et dans le dialogue social, puisque vous le verrez, que ce soit la loi du 6 août 2019, du 2 août 2021, ou encore le dernier point, qui est le plan santé au travail dans la fonction publique, ces trois textes fondateurs reprennent à différents niveaux que ceci doit s'inscrire dans le dialogue social et inversement, que la santé, sécurité et les conditions de travail sont pour pas dire le premier enjeu du dialogue social à venir dans les fonctions publiques. On en reparlera. Donc, ce plan santé au travail, la fonction publique, c'est le troisième élément qui va se mettre en place après les élections, en tout cas dans vos structures, c'est 2022-2025, et elle engage les employeurs, les organisations syndicales, classique, pour offrir aux agents publics un mieux vivre au travail, et là je cite. Donc le défi pour l'autorité administrative est d'articuler ces exigences qui se posent à elle dans le cadre du nouveau dialogue social. Donc j'ai deux textes fondateurs en termes de santé au travail qui vont devenir complètement applicables suite à la mise en fonctionnement, j'ai envie de dire, des comités sociaux et, le cas échéant, de leur formation SSCT associée. Alors, comment on fait cette articulation? Comment je relève ce défi au niveau de l'autorité administrative? Pour vous donner quelques pistes de réflexion, je vais reprendre avec vous les points spécifiques des textes que je viens de vous citer et voir ce qui vous concerne aujourd'hui sur ce sujet et de façon un peu plus, on le verra bien entendu dans l'échange, s'il y a des questions autour de ça, bien que ce ne soit pas une formation, comment je l'intègre dans mon dialogue social. Alors, tout d'abord, on va commencer par la fin, une fois n'est pas coutume. On va reprendre les grandes lignes du plan santé sécurité au travail 2022-2025. Alors, pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui n'avaient pas encore récupéré, je vous invite à vous le procurer. Au-delà des élections législatives et autres, ceci n'a pas d'impact, puisque, comme je vous le rappelle, dans le cadre d'un ANI, c'est un accord qui a été passé avec les organisations syndicales, donc ça ne remet en cause nullement le plan 2022-2025 qui a été instauré. Alors après, ce plan définit 5 points, 5 priorités, et qui sont intéressantes de comprendre et de voir pour bien comprendre finalement ce que vous allez pouvoir échanger dans le cadre du dialogue social avec vos partenaires sociaux. Premier point, évidemment, développer le dialogue social et le pilotage de la santé au travail. Alors, quand on voit dans un comité social qu'on va demander avis sur les politiques de santé et sécurité au travail, et des fois on se regarde, ce qui était le cas dans l'ancien CHSCT, mais quel avis je vais pouvoir donner, qu'est-ce qu'on me demande, oui c'est bien, non c'est pas bien, et puis on commence à rentrer en conflit, c'est pas du tout ça l'enjeu, là au moins ça mérite de poser le cadre, et ce sera un point de discussion en termes de santé au travail, le pilotage de la santé et de sécurité au travail, on verra comment ça se passe. Prioriser la prévention primaire, alors ça ce sont des gros mots, prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention. Le terme essentiel, il est culture
les cultures de prévention sur ce niveau-là. Florian en a parlé, j'y reviendrai et j'appuierai le message de la formation du plus grand nombre, en tout cas de tous les acteurs, en prenant l'exemple de la santé et de la sécurité, parce que j'y reviendrai, mais il ne peut pas y avoir de culture. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est une vision partagée des enjeux sur une base de connaissances communes. Bon. Et c'est beaucoup ça le point qui pêche aujourd'hui. J'y reviendrai, mais c'est un point qui est important et prioriser la prévention primaire. On est vraiment sur l'anticipation. Mot-clé du plan santé 2022-2025, passer d'un système correctif où j'agis sur des situations qui sont même plus des problèmes, qui sont devenus des difficultés, qui sont même plus complexes, qui sont compliquées, à anticiper ces situations pour éviter leur reproduction à l'avenir. Alors oui, certes, c'est un investissement important parce qu'il faut en même temps travailler le passé, plus se projeter pour ne pas reproduire l'avenir. D'où l'intérêt d'avoir des acteurs formés et en plus grand nombre. Mais en tout cas, le plan prioriser la prévention primaire et vous verrez comment la loi santé au travail vient compléter cet aspect-là. Favoriser la qualité de vie et les conditions de travail, j'y reviendrai plutôt à la fin. Si ça, c'est pas un enjeu du dialogue social, il faudra qu'on me dise que du coup, quels sont les enjeux du dialogue social. Ça a été aussi bien exprimé et bien vu, j'y reviendrai. La qualité de vie et les conditions de travail, surtout dans un monde où les jeunes générations like tout et mettent des notes sur tout, et je ne vais pas dire n'importe quoi, et même sur leurs conditions de travail. Aujourd'hui, elles cotent leurs entreprises. Vous comprenez que ce point 3 va devenir très très vite à l'avenir un enjeu important en termes, bien entendu, de réputation, évidemment, c'est important, d'exemplarité nécessairement, mais aussi de sourcing. Prévenir la désinsertion professionnelle et puis renforcer et améliorer le système d'acteurs de la prévention. Voilà, comme quoi ce plan santé au travail, ne serait-ce qu'autour de ces 5 thèmes, peuvent largement occuper des travaux, des débats en comités sociaux, mais aussi des groupes de travail dans le cadre de ma formation santé, sécurité, conditions de travail, si on le verra, l'effectif où le risque le nécessite. Donc, 3 de ces priorités concernent directement le sujet d'aujourd'hui. Si je fais un petit focus sur développer le dialogue social, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, dans le plan, il s'agit, c'est clairement écrit, renforcer la mission et les moyens de connaissance, de veille et d'analyse des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Voilà. Et renforcer plus globalement les missions et les connaissances sur ce sujet-là des comités sociaux. Alors comment? Ça va être de favoriser la formation et la connaissance des représentants de l'administration et des agents. Donc il n'y a pas que la partie représentant des agents, il y a aussi représentants de l'administration, des agents et de leurs représentants. Élaborer un guide d'accompagnement de la mise en place et du fonctionnement des comités sociaux et des formations spécialisées, publication d'un guide, mise à disposition de formations sur Mentor pour les représentants du personnel. Vous allez voir apparaître entre 2022 et 2025, je me dirais 2025 c'est demain, un certain nombre de supports, de modules permettant de combler et de développer le dialogue social par la formation. Le deuxième point le deuxième axe qui peut nous intéresser parmi ces 5 axes clés, tous sont intéressants mais dans notre sujet, c'est prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention. J'en parlais. C'est quoi? C'est tout d'abord placer l'évaluation des risques au cœur de la démarche de prévention. Donc, on va le voir un peu plus tard, un peu plus loin, il va y avoir une publication de circulaire qui va réaffirmer l'obligation de mise en place et d'actualisation du document unique dans ces nouvelles modalités qui sont issues de la loi du 2 août 2021. Donc, je vais vous parler juste après. Vous verrez en quoi ça concerne le dialogue social. Une grande part aussi est consacrée à la formation et l'accompagnement de l'encadrement en santé et sécurité au travail. Donc ça, c'est développer la culture, acteur majeur pour le développement d'une culture de prévention. Je n'irai pas plus loin là-dessus, mais vous comprenez à voir sur quoi se dessine le plan santé et sécurité au travail. On va vers la culture, vers une base de connaissances commune, une vision partagée, donc une meilleure formation des acteurs ou une formation renforcée pour ceux qui étaient déjà. Meilleure formation des inspecteurs santé au travail, meilleure formation des assistants de prévention, meilleure formation, en tout cas, renforcement des formations 5 jours pour les membres de la formation santé, sécurité, conditions de travail et
les membres de CSA, s'il n'y a pas ce type de formation, présente dans votre établissement, dans votre administration. Et plus que ça, c'est commencer aussi à franchir une nouvelle étape de maturité, à former l'encadrement, les directions sur les enjeux et des bases de connaissances communes sur ce sujet-là, ceci afin de faciliter toujours la culture et donc un meilleur dialogue. D'où cette notion qui est déjà inscrite dans le plan. Renforcer, améliorer le système d'acteurs de la prévention, donc ça c'est la troisième partie, c'est ce que j'évoquais. Améliorer la couverture, l'articulation et l'efficacité, ça veut dire du système d'acteurs spécialisés. Alors, comment on fait ça? On renforce la formation des conseillers, des assistants, ce que je vous disais, mais c'est aussi définir localement la quantité de temps de travail qu'on va consacrer aux missions de prévention, qui pouvait être un manque ou un flou mou, notamment auprès des partenaires sociaux qui étaient dans les anciens CHSCT. Qu'est-ce que j'alloue comme temps à cette mission? Première question. Ou deuxième question, qui est aussi pas piquer des verres, est-ce que j'ai le temps d'allouer est-ce que j'ai du temps à allouer sur cette mission? Est-ce qu'on me laisse le temps à allouer sur cette mission? Oui, évidemment, on te le laisse. Mais dans la vie, dans la réalité de l'activité, est-ce que ce temps, je peux le prendre? Ça, c'est aussi une question assez intéressante qui sera abordée ici dans le cadre de ce plan. Consolider les missions des agents chargés de l'inspection, on en a parlé. C'est renforcer l'organisation aussi de l'inspection en soutenant le fonctionnement du réseau des ISST. Voilà. Donc, vous voyez bien comment ce plan santé au travail, en tout cas, je ne vais pas plus loin, parcourez-le et ce sera effectivement l'objet éventuellement d'échanges par la suite. Et vous voyez comment que ce plan va très vite, en tout cas, s'inviter dans le dialogue social. Le deuxième focus sur le texte, on va remonter jusqu'aux formations spécialisées. Cédric, c'est la loi santé au travail du 2 août 2021. Alors, est-ce qu'elle est applicable à la fonction publique? D'abord, est-ce que vous en aviez connaissance? Si ce n'est pas le cas, vous en avez connaissance maintenant. Elle est applicable depuis le 31 mars 2022. Donc, elle rentre dans son application. Donc là, pour les parties régaliennes. Alors, comme je vous le disais, le go va commencer avec les nouvelles élections parce que pour l'application de ces textes, vous l'avez bien compris, il manque, entre autres, en tout cas, il manque l'organisation des instances pour le dialogue social, pour la pleine application de ces textes. Mais dès élection, ça marquera le go de l'entrée en vigueur réelle de ces exigences-là. Alors, en première lecture, non, parce que vous allez voir entreprise, vous allez voir CSE, ne pas confondre avec l'union d'hospitaliers, comité social d'établissement, ça c'est pour le comité social économique, pardon, ça c'est pour le privé, comité social d'établissement, ne pas confondre pour l'hospitalier. Bon, donc il manque des termes, mais qui vont très vite être couverts, puisqu'il manque les termes, puisqu'on attendait les élections professionnelles pour la pleine mise en œuvre des exigences. Par contre, en deuxième lecture, évidemment oui, cette loi s'applique à la fonction publique. Pourquoi? Parce que les articles 3, 5 et 6 de cette même loi modifient les dispositions incluses dans les livres de 1 à 5 de la 4e partie du Code du travail. Alors, petit retour en arrière et petit rappel rapide. La loi du 26 janvier 1984 pour les fonctions publiques territoriales, dispositions statutaires relatives à verser dans le Code général, je précise. Oui. Pardon? On n'a plus le droit de parler de la loi des lois statutaires. C'est interdit depuis le Code général de la fonction publique. Tout à fait. Voilà. Mais au moins, on a des points de référence. Il y a des points de référence, donc voilà, qui le prévoyaient. De la même façon, on avait le décret, pareil, qui vont être repris sur le 28 mai 82, relatif à l'hygiène et à la sécurité et conditions de travail. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, à la lecture du Code du travail, sur le plan de la sémantique, on se dit, moi, fonction publique, je ne suis pas concerné. Il est évident de toute façon, au-delà de ces dispositions réglementaires, que la santé et la prévention des risques au travail s'appliquent à tous. Et ce n'est pas une question de statut. Notamment, les livres 1er à 5 de la 4e partie sont toutes les règles en matière d'hygiène et sécurité et ne regardent en rien les organisations ou les différents statuts. Donc, en ce sens, cette loi du 2 août 2021 vient bousculer quoi? Qu'est-ce qu'elle vient bousculer? Elle vient bousculer l'article L4121-3 du Code du travail. Donc, le premier livre, un article fondateur, les principes généraux de prévention. Et qu'est-ce qu'elle vient faire, cette loi-là? Eh bien, elle vient renforcer les exigences relatives au document unique d'évaluation des risques. Donc ça doit vous parler, le document unique d'évaluation des risques professionnels, employeurs privés comme publics y est tenu.
Qu'est-ce qu'il vient préciser? Qu'est-ce qui va changer là-dedans? Eh bien, tout simplement, vous verrez, vous lirez, et ça deviendra applicable, qu'il y a des nouveaux acteurs obligatoires pour réaliser l'analyse. Alors, c'était peut-être forcément le cas dans vos périmètres ou pas. En tout cas, là, il n'y aura plus de débat. Vous devez nécessairement intégrer à l'analyse les membres des comités sociaux. Alors, pas tous les membres, ou si vous l'avez, ce sera sûrement le cas d'ailleurs, des formations santé, sécurité, conditions de travail, l'assistant de prévention et la médecine de prévention. Voilà, alors vous me direz, bah, nous, on fonctionnait déjà comme ça. Ils étaient complètement intégrés dans la réalisation de l'évaluation de risque et dans le document unique. Donc, ça ne nous change pas grand-chose. Bon, ce sera juste un choix à faire parmi les membres du CSA. Classique, pour ceux pour qui ça ne l'était pas, bah là, vous n'avez pas le choix. C'est passé par voie législative pour le coup. Le document unique, l'évaluation des risques professionnels, devient un document consultatif. Alors, je vous le rappelle aussi, peut-être que c'est déjà le cas, vous faisiez plus, qui peut plus, peut moins, ce n'était pas gênant, mais avant tout, c'est un document informatif et je le présentais pour information. Ça devient un document qui devient consultatif, c'est-à-dire qu'en plus du programme annuel de prévention des risques, qui était déjà consultatif et qui le reste, il sera soumis aux comités sociaux, qu'ils soient administratifs, techniques ou d'établissement, à l'année, chaque année, le document unique pour avis. Donc, les membres participent et ils donnent un avis, ce qui paraît assez cohérent. Après, les mesures de prévention, alors là, on va un peu plus loin, devront nécessairement être formalisées et apparaître dans ce qu'on appelle un PAPI Pact, un programme annuel de prévention des risques pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un programme stratégique, puisque c'est lui qui budgète et qui priorise les actions en santé, sécurité et conditions de travail de l'année pour mon établissement. Celui-ci, bien entendu, une des données d'entrée, c'est l'évaluation des risques. Évaluer les risques et prendre les mesures de maîtrise, bah, c'est l'obligation de résultat de l'employeur. C'est assez simple, en fait, vu comme ça. Veiller à leur application, une fois que les mesures de maîtrise sont définies, c'est dans le rôle du manager. Et appliquer ces mesures de maîtrise, c'est dans le statut des agents. Voilà. Donc, c'est assez simple et donc, le programme annuel de prévention des risques va fixer à la fois les moyens, les ressources, le délai, le planning, les pilotes pour mettre en œuvre les mesures de maîtrise sur les risques qui ne seraient pas suffisamment maîtrisés. Là aussi, les partenaires sociaux, dans le cadre des comités sociaux, donneront un avis et dans le cadre des formations spécialisées, travailleront avec vous sur ce sujet-là. Cédric Oui. Je me permets de vous interrompre parce qu'on a en fait, on a deux questions. Alors, une sur ce que vous venez de dire. On me demande est-ce que vous pouvez rappeler la disposition qui précise que le DURP devra être soumis pour avis. Quelle est la disposition concernée? C'est la loi, c'est dans l'article de loi, c'est l'article 3 de la loi du 2 août 2021. Qui renvoie donc au Code du travail, on est d'accord sur ce point. Et qui renvoie au Code du travail, oui. Alors, bien entendu, dans les articles L4121-3-1, qui renvoient aux éléments du Code du travail, on est d'accord là-dessus, et avec, pour l'instant, des termes qui ne sont pas encore complètement modifiés. Ce que vous évoquiez. Très bien, merci. J'espère que cette précision convient à la personne qui l'a posée, enfin qui l'a demandé. Autre question, alors un peu plus de fond. Je vous cite. On nous dit qu'au ministère de la Justice, les CHS, CTD, alors je vous laisse décrypter l'acronyme, traitaient les questions de santé et de sécurité au travail de façon interdirectionnelle, ce qui invitait chacun, y compris les organisations syndicales, à s'ouvrir au contexte des autres. Ça, c'était un constat. Et la question ici, c'est de savoir, dans la mesure où le CSA renvoie à une logique plus de silo, est-ce que c'est pas se priver finalement d'une richesse contraire à l'esprit de la réforme? C'est un vaste débat, mais est-ce que… Vaste débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vaste débat, nécessairement. Nécessairement. C'est-à-dire que l'esprit de la réforme est tout sauf le silo. L'esprit de la réforme est porté au plus haut niveau, les enjeux de santé et de sécurité sont au plus haut niveau stratégique. Voilà. Donc, derrière cet aspect silo, ces inter CHSCT qui existaient est tout à fait envisageable dans la réforme actuelle. Oui. Ok. Alors, il n'y a pas de point bloquant là-dessus, en tout cas. Non. Je ne sais pas s'il y a des interventions, René ou Florian, dont vous voulez intervenir, non? Oui, je voulais simplement dire, en plus, quand on regarde, on est dans un ministère
la structure qui est prévue dans un ministère, bon, il y a un CSA ministériel qui aura sa formation spécialisée, qui lui, par nature, a une approche horizontale. On peut ensuite avoir un CSA d'administration centrale, on peut avoir un CSA de direction générale. Donc, toutes les possibilités, indépendamment de ce que je viens de dire, Cédric, que je partage complètement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire bloquer uniquement par la vision juridique, mais que dans la vie de tous les jours, l'inter peut très bien exister, mais même la construction juridique permet de toute façon l'inter, il n'y a pas de point de blocage. C'est tout le sujet de la vie du dialogue social, justement. Très bien, ok. Merci René. Alors, Cédric, je suis désolé, mais j'ai 2 autres questions. Là, il y a beaucoup de questions qui fusent. Je les prends en direct. Ouais, je porterai voilà. sur le 3. Alors, bon, après, je vais voir. Alors, oui. Alors, le délai impose 40 ans de conservation du document unique. Qu'en est-il des anciens DU, nous demande-t-on? Alors, je vais répondre tout de suite à cette question. Donc, le délai de 40 ans du document unique, c'est applicable. Le but étant de mettre ces documents uniques sur une plateforme qui va être dématérialisée. Voilà, donc pour être complètement précis. Donc, les anciens DU, en fait, ce délai de 40 ans prend vraiment effet avec la mise en œuvre, qui n'est pas encore actuellement disponible, d'une plateforme dématérialisée où je vais pouvoir déposer sur cette plateforme, donc une plateforme qui sera bien entendu administrée au plus haut niveau de l'État, où les entreprises publiques comme privées déposeront le document unique sur cette plateforme. L'archivage sera numérique durant 40 ans. Voilà. Alors, qu'en est-il des anciens DU? Alors, les anciens DU, la question est un petit peu spéciale puisque d'une révision sur l'autre, je conserve l'historique de mes documents uniques. C'est-à-dire, je m'explique, on part d'une version initiale et puis après, c'est un système qualité, j'amende et d'une version sur l'autre, je complète mon document unique. Donc, c'est la conservation du document unique pendant 40 ans, mais vu que celui-ci est remis à jour un minimum annuellement, c'est la dernière mise à jour unique du document unique qui m'intéresse nécessairement. Je ne sais pas si je suis clair. C'est la dernière version que je vais archiver sur cette plateforme et elle sera conservée pendant 40 ans. Bien entendu, 40 ans, ce sera par rapport à la disposition initiale, ce seront des années glissantes. Tant que ma structure existe, mon document unique, les 40 ans, je remets une pièce à chaque fois. Le but étant que, au final, pour comprendre l'idée, c'est que dans le cadre d'un parcours professionnel en termes d'exposition collective et moins individuelle, on puisse, 40 ans, entre guillemets, après la fin de vie professionnelle et sur un parcours professionnel, avoir des retours, des expositions ou des risques auxquels les agents ont été exposés. Okay. Voilà. Donc, derrière les 40 ans, il faut entendre plateforme dématérialisée aussi. Et dépose, et bien entendu, il y aura un certain nombre d'éléments explicatifs quant à le format de dépôt, dans un format classique, et à l'archivage et à ses durées d'archivage. Et ses versions. Alors, très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser continuer. On prend une petite dernière question pour la route. Et après, je vous promets, je vous laisse développer. On nous demande comment vont s'articuler les réunions des CSA et des formations spécialisées au long de l'année. Combien de séances séparées, communes? Merci. D'accord. Donc là, au niveau… Pardon? En termes d'organisation, oui. Comment ça se passe? Alors ça, je pense que je prendrai peut-être un petit peu plus tard dans les différents textes, peut-être à avancer sur les sujets, puis on y répondra peut-être un peu plus de façon globale, entre les réunions CSA et puis les fonctionnements des commissions spécialisées. Voilà. Donc ça, on met ça au frigo, et on y reviendra de façon un peu plus globale. Donc, voilà. Donc justement, le dernier point, j'ai quasiment fini pour le coup la présentation. La loi santé au travail, donc bien entendu, se focus sur l'évaluation des risques. 2 autres choses qui ne nous concernent pas du tout sur ce webinaire, mais bon, je me dois quand même de vous le dire. Pour les établissements autour qui seraient concernés par des expositions sur le risque chimique, il faudra tenir compte des polyexpositions. Je ne vais pas plus loin, simplement pour me mettre la puce à l'oreille que demain, j'ai des acteurs, des partenaires sociaux qui vont devoir travailler
toute proportion gardée sur ce sujet-là, parce que j'ai quand même des ressources expertes qui vont éventuellement devoir donner des avis, ne serait-ce que sur le programme annuel de prévention. Bon, voilà, ça pose la question d'un certain nombre d'éléments de connaissances simples, je dis bien simples, hein, pas d'en faire des experts, de connaissances simples pour aborder le sujet de façon factuelle, voilà, et bien comprendre de quoi on parle. Et puis le troisième point, c'est la création d'un passeport prévention, vous le verrez, qui sera aussi en termes de traduction. Ce document visera à recenser l'ensemble des éléments certifiant les qualifications acquises par un agent à l'occasion de ces différentes formations et relatives à la santé et à la sécurité au travail. Voilà. Si j'ai bien compris, ce passeport, pardon, Cédric, sera géré par la Caisse des dépôts et consignations. C'est ça qu'on a pu lire. Oui. Je ne sais pas si c'est confirmé, hein, mais c'est ce qu'on a pu. Voilà, il y a là pour l'instant, voilà, on en est vraiment au balbutiement. Hein. Il y a c'est surtout bon, voilà, de se mettre en tant qu'autorité administrative en mouvement, en période de réflexion et derrière cette consignation, en tout cas, voilà, c'est un passeport qui suit l'agent et qui a pour but de bien ancrer et de bien tracer son parcours de formation. Voilà. Et le dernier point, bah, effectivement, donc ça va faire la transition avec la question qui était à venir ou les différentes questions. La création, bah, les formations spécialisées, donc bon voilà, création sur la base de 200 agents, ça a été évoqué, ou, je précise, au regard d'un risque particulier, c'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil de 200, c'était déjà le cas hein, par ailleurs, mais on peut très bien, dans ce dernier cas, si j'ai un risque particulier, demander la création d'une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Ça se fait au moins à la moitié des membres du comité social en séance. Et puis, voilà. Donc, par rapport à un risque particulier, donc évidemment, ça aussi, ce travail a un risque majeur qui serait présent au sein de mon établissement, avec bien entendu, évidemment, vous comprendrez que dans ce cadre-là, le périmètre de la formation santé, sécurité et conditions de travail serait orienté par rapport à ce risque particulier. Alors, les différentes missions, alors cette formation spécialisée, bah, alors, la formation spécialisée elle peut être instituée, alors elle sera instituée au sein du comité social. Donc, quand elle est au sein du comité social, elle va exercer ses attributions sur le périmètre du comité auquel elle appartient. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les sujets relatifs, alors on a vu quelques sujets pour avis, les sujets relatifs à la santé, sécurité aux conditions de travail. Je vous renvoie au plan santé, déjà autant commencer par là, 2022-2025 que je vous ai présenté. Donc ça, c'est typiquement dans son champ, dans son périmètre. Il y avait aussi au niveau des anciens CHSCT des périmètres de compétences qui n'ont pas été touchés, hein, qui ont été repris dans leur intégralité, c'est-à-dire que là, le législateur, il n'a pas fait moins, il a simplifié en termes de dialogue le nombre de réunions et surtout, contrairement cet effet silo entre ce qui était évoqué, 500 CHSCT, 500 CT, alors ça après c'est dans d'autres instances un peu plus stratégiques, pour remettre au sein du comité social, qui a une vision à 360 sur l'ensemble de sujets, le sujet santé-sécurité. Donc en fait, il y a bien entendu ces sujets clés qu'on a abordés au niveau du plan santé au travail qui fera l'objet de dialogue social au sein du CSA ou au sein des formations et évidemment les anciens sujets qui étaient déjà soumis en préalable à avis au CHSCT, sujet que je ne rappelle pas, j'en ai rappelé deux, enfin un, le programme annuel de prévention des risques professionnels, PAPRIPACT, ça, il n'y avait pas de débat. Maintenant, va venir le document unique, on va laisser la circulaire qui est prévue dans le plan santé au travail nous traduire tout ça. Mais il y avait aussi tous les projets qui impactent les conditions de travail, qui étaient soumis en préalable, pas qu'au CT, mais aussi au CHSCT, ça demeure. Donc, projet impactant les conditions de travail, études d'impact RH, avis. Donc, ça va être plus simple. J'en parle 2 avis à demander. Les avis sur ma politique en termes d'emploi de personnes en situation de handicap, de la même façon. Des avis ponctuellement sur, alors je ne vais pas refaire la formation ici, mais qui était déjà en place en cas de situation de danger grave et imminent dans le traitement, d'accidents graves, potentiellement graves, de maladies professionnelles. Bref, ces anciens sujets qui étaient à la main avec des avis consultatifs vont se répercuter et se déclinent
nécessairement dans le cadre des CSA demain. Hein, voilà, donc le périmètre anciennement des CHSCT n'a pas changé puisque ça fait aussi référence à d'autres textes réglementaires dans lesquels, qui concernent des articles du Code du travail dans lesquels il est fait cas qu'on travaille avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là. On n'a pas modifié ces textes-là, donc les attributions des partenaires sociaux qu'ils doivent connaître, d'où l'intérêt de ces 5 jours de formation pour bien préciser leur rôle, pour bien préciser leur cadre, ils doivent connaître, ne change pas, c'est-à-dire le périmètre consultatif et le périmètre d'intervention, sachant que leur première action est d'être un acteur de la prévention et un acteur critique dans le sens positif du terme, donc participatif. C'est en tout cas ce que rappelle le sens de la réglementation. Voilà, donc en conclusion, en conclusion sur ce sujet-là, tout simplement pour répondre à la question, on va d'une gestion de la prévention, il s'agit de passer à de la culture de prévention, ce qui va impliquer pour l'administration de se préparer, de préparer son dialogue social en conséquence. Voilà. La prévention évolue et le dialogue social doit évoluer en conséquence. C'est plus l'hygiène et la sécurité de 1893. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut mettre des choses sous contrôle. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, des facteurs, des nouvelles formes, des facteurs organisationnels, des nouvelles formes de travail, d'organisation du travail, des facteurs d'usure au travail à moyen long terme, le facteur humain, le management, qui deviennent aussi des incontournables de la démarche de prévention. Voilà. Donc pour ça, une administration, pour qu'elle se prépare, doit veiller à une vision partagée des enjeux et de la prévention. Je reviens là-dessus. Et donc du coup, là, c'est le travail autour de la formation des acteurs, des partenaires sociaux, mais aussi des encadrants, la sensibilisation des agents, de bien définir et formaliser les rôles et missions des acteurs. Ça, c'est fondamental. Suite à la formation, c'est un bon exercice d'ailleurs, pour les partenaires sociaux, dressage de la feuille de route. Et puis, une opportunité de ne pas reproduire le passé. Donc là, je vais conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'on a trop souvent vu ce travail en silo, des membres qui n'étaient pas formés ou qui avaient peu connaissance finalement des attentes de leur mission. Et quand on ne sait pas qu'on veut faire parce qu'on est engagé, on fait, mais on ne fait pas forcément là où on doit faire, donc on s'use. De garder une vision aussi à 360, hein, c'est aussi tout ça l'enjeu. Aujourd'hui, ce sont des membres qui auront une vision plus large que cet effet stylo entre les CT, les CHSCT et puis d'autres sujets abordés. Voilà, l'enjeu c'est de passer aussi à accélérer la mise en conformité réglementaire et technique de mes établissements, hein, de valider ça, de vraiment verrouiller ça, hein, de mettre un coup d'accélérateur, j'ai envie de dire, pour vraiment passer au sujet de management de la prévention, de culture de prévention, commencer à adresser les bons sujets. Voilà, donc j'en ai fini sur cette partie-là. Merci beaucoup. Alors, il se trouve, Cédric, pas tout à fait, parce qu'il y a encore des questions. Oui. Du coup, non, mais sur la thématique, donc je les livre hein, pendant que Très bien. on est dans le mouvement, dans la dynamique. Alors, première question, est-ce que les risques psychosociaux rentrent dans la catégorie des risques particuliers? Me demande-t-on. C'est une question précise. Majeur, avec impact de pollution, impact environnement. L'amiante est un risque particulier, la présence d'amiante, mais pas à ce jour les risques psychosociaux en tout cas. Voilà. Maintenant, ceci n'empêche en rien de travailler dessus à travers l'évaluation des risques professionnels. Ok. Alors, autre question plus opérationnelle, en cas d'accident grave, plutôt CSA ou plutôt formation spécialisée? Ah, ça c'est une bonne question. Si on continue à réhésiter entre deux instances. Alors, on va faire une analogie avec ce qui se passe dans le privé, parce qu'il y a un grand parallélisme des formes, et vu que le privé il se soumet depuis 2 ans, autant regarder un grand parallélisme des formes qui se met en place. Aujourd'hui, on a bien cette dichotomie entre CSE et les comités, les CSCT. Alors, il faut bien partir du principe que les formations santé, sécurité et conditions de travail, ce sont des membres du CSA. Hein, c'est pas une commission à part, ce sont des membres du CSA. Donc, pour être puriste dans la réponse, je dis CSA. Voilà, j'ai un danger grave et imminent, j'ai un accident grave, tout membre de CSA est en capacité, donc j'ai plus d'acteurs, d'intervenir. On va me dire, voilà, certains vont prendre peur.
d'où la sensibilisation. Après, il est évident que lorsque j'ai une formation santé, sécurité, conditions de travail, ce sont les membres de cette formation qui vont intervenir. Est-ce que je suis clair? Oui, enfin, moi je Voilà. trouve. J'espère que c'est l'avis de tout le monde. Moi, j'ai une autre question que je me posais, enfin comme ça, à propos de ce qui était indiqué. Si jamais les organisations syndicales veulent mettre en place une formation spécialisée parce qu'elles partent du principe que sur un site, sur un établissement, il y a des risques professionnels particuliers, mais que finalement la hiérarchie s'y oppose. Comment est-ce qu'il y a des voies de recours ou ça se passe comment du coup? Non. Alors, je ne sais pas si Tout le monde peut René répondre, ou Florian des éléments de réponse. Moi, la seule chose que je sais en termes de au cours, en termes de après, il y a des ISST, il y a des personnes chargées des contrôles, il y a des autorités, on va dire administratives. Hein, donc là, ça en premier recours, en interne, hein, avant d'aller chercher du tribunal administratif. Bon, là-dessus, j'ai pas d'éléments de recul. Alors, je sais qu'en termes de formation spécialisée, lorsqu'il y a des risques particuliers, c'est à la moitié des membres. Il y a décision. Est-ce que le chef d'établissement est tenu de s'y conformer? C'est une question je vais chercher. Je n'ai pas la réponse immédiatement. Il n'y a rien dans les textes. C'est pas une question piège, mais j'imagine qu'après, bon, évidemment, c'est pas forcément un bon signe que de dire, bah non, nous, on pense qu'il n'y a aucun risque, etc., etc. Mais après, c'est peut-être plus à remettre sur le terrain véritablement du dialogue social et plus généralement. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Nécessairement. Florian, ouais. Ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est quelle est la place qu'on souhaite donner au dialogue social et aux instances représentatives du personnel. C'est qu'à un moment donné, si on considère qu'on veut y laisser de la place, mais que quand ils disent quelque chose, quand ils prennent un avis, quand il y a un sujet qui est posé sur la table d'une instance, on balaye ça d'un revers de la main en disant circuler, il n'y a rien à voir. La question du dialogue social, effectivement, tout de suite est plus compliquée. Donc, ça reste des instances représentatives qui sont consultatives, je le rappelle, hein, donc, et qui n'engagent pas l'autorité territoriale, à part sur quelques points de santé et de sécurité, mais qui n'engagent pas l'autorité territoriale. Donc, il y a pas d'obligation. Maintenant, moi, j'ai toujours du mal avec les gens qui me disent que le dialogue social est prioritaire pour eux et que dès qu'un sujet les chagrine en instance, remettre ça à plus tard ou disent circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, c'est pas un bon indicateur de dialogue social, mais chacun il fera comme il le sait. Ok, très bien. Alors toujours, hein, puisqu'on est un peu dans le temps des questions, mais sur cette thématique, hein, on ouvrira après peut-être les questions à l'ensemble des différentes thématiques. Là, plus une question d'organisation interne du futur comité social de sa formation spécialisée. On nous dit que le CHSCT disposait via son secrétaire représentant du personnel d'un vrai levier pour peser sur les travaux, leur contenu, leur agenda, etc. Que devient-il dans l'architecture nouvelle dans lesquelles, bon, est-ce qu'on retrouve un secrétariat qui ferait aussi office de levier dans le futur comité social, qu'il soit territorial, d'administration ou d'établissement? Qu'est-ce que ça vous inspire? René, peut-être. Juridiquement, la structure du secrétariat d'une formation spécialisée est celle qui était celle du CHSCT. Hein. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, dans une instance, j'allais dire, hors CHSCT, le secrétariat était assuré par l'administration et il y avait un secrétaire adjoint désigné par les représentants du personnel. Dans les CHSCT, c'est exactement l'inverse, puisqu'il y a un secrétaire du CHSCT qui est désigné d'ailleurs pour une durée plus longue qu'une simple séance, hein, désigné pour une durée, il a une durée de vie. Et puis, c'est l'administration qui désigne, j'allais dire, un secrétaire dit administratif. Bon, dans le fait, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même l'administration qui va faire le procès verbal. Mais c'est vrai que cette structure donne, si on veut bien l'accepter, ce n'était pas écrit en toutes lettres dans les textes, au secrétaire quelque part permanent du CHSCT, qui va être secrétaire permanent de la formation spécialisée, effectivement un poids plus important. Ça sera un petit peu plus compliqué à mettre en place et à faire fonctionner quand on sera dans le cas
où on a une vraie fusion, c'est-à-dire où on a un CSA et pas de formation spécialisée. Auquel cas, si on suit les textes, à la limite, en fonction des sujets traités, il y aurait une inversion du secrétariat. Bon, ça fait partie aussi, je dirais, du dialogue social au quotidien en matière d'hygiène et de sécurité. Moi, je fais partie d'un ministère où l'hygiène et la sécurité, depuis fort longtemps, est prise en compte, et pour cause. Les actions du travail au ministère de la Défense, c'est autre chose qu'une chute de fauteuil ou un trombone sous l'angle. Et quand je regarde d'ailleurs ce qu'ils ont fait cette année, ils ont créé 245 formations spécialisées de sites et 61 formations spécialisées risques particuliers. Donc, bon, on voit qu'il y a un point important. Je regardais pendant que vous parliez le décret de 2020 sur les CSA, formations spécialisées. Bon, il n'y a rien sur le dialogue social dans la création. Ben, je dirais qu'à partir du moment, comme le disait tout à l'heure Cédric, où l'existence des risques ou l'existence d'un site isolé, elle est admise, prise en compte, ne pose pas de problème particulier. Moi, de ce que je vois aujourd'hui au sein de l'État, hein, puisque bon, bah, finalement, là où il y avait des CHSCT isolés en raison de situations particulières, on recrée des formations spécialisées spécifiques sans difficulté. Voilà les éléments que je peux apporter au débat. Ok, alors la personne qui posait la question nous dit que finalement le secrétaire voit donc sa marge de manœuvre rétrogradée. Non. C'est comme ça que vous le comprenez ou pas? Non, pas du tout. Okay. Non. D'accord. Non. Bon, la réponse est non. La réponse est non, clairement. Ok. Mais il faudra faire alors aussi, plus largement. Ouais. Alors plus largement, effectivement, voilà, le temps passe très très vite. Je marquais que le temps statutaire passait toujours beaucoup plus vite que le temps normal. Donc il est 11h37, donc on va bientôt approcher vers la fin de nos débats. Donc je vous invite, le cas échéant, à poser vos différentes questions dans la partie bien nommée questions. Sauf si, indépendamment de cela, vous avez les uns et les autres des éléments à rajouter. Bon, pour un petit peu synthétiser vos différentes interventions. Et non, moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Florian tout à l'heure, si vous me le permettez, que je partage totalement, notamment sur d'abord la nécessité de former, alors formation statutaire des membres des formations spécialisées ou du CSA s'il n'y a pas de formation spécialisée, la nécessité de former les managers finalement au dialogue social, parce que ça c'est un vaste sujet que j'ai beaucoup rencontré dans une structure importante, vous en doutez. Bon, les gens sont nommés managers parce qu'il a souvent, c'est vrai dans le privé aussi, parce qu'ils sont bons dans leur métier. Ça ne les prédispose pas du jour au lendemain à prendre en compte le sujet RH. Et dans le sujet RH, il y a le sujet dialogue social. Et j'irai plus loin. Je dirais que pour moi, le dialogue social, c'est pas uniquement un dialogue entre Happy Few, que serait la direction générale, le DRH et les organisations syndicales. Il y a les managers et à la limite, pourquoi pas aussi, une façon à inventer, le reste du personnel. Le dialogue social, c'est quelque chose, c'est la vie de tous les jours. Moi, je pars du principe que le dialogue social, on a beaucoup parlé là d'instances, de ce que personnellement j'appelle de façon un peu caricaturale les grands-messes, mais en dehors des grands-messes, il y a les petites-messes. Et il y a les petites messes au quotidien, et c'est parfois important, et ce que disait Florian est très juste, d'avoir des contacts. Bon, ma porte a toujours été ouverte, et pourtant, bon, fédérage d'une structure énorme, aux organisations syndicales, que ce soit physique ou que ce soit par téléphone, parce que les éléments qui remontent, je dirais, il n'y a jamais de fumée sans feu, ils sont peut-être dit avec leur mot, mais ça mérite d'être vu. Important aussi dans ce que vous avez dit sur le contenu du règlement intérieur. Bon, c'est obligatoire, c'est un truc formel, mais c'est précisément là où on peut mettre un certain nombre de choses qui vont faire que les instances vont vivre, j'allais dire, mieux et pouvoir au quotidien fonctionner de façon plus précise. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis un mot que j'ai noté, mais que je partage complètement, c'est parler le même langage. Je dirais, il y a un élément important dans le dialogue social, d'en parler le même langage, il y a au moins au départ se mettre d'accord sur les bases de ce pourquoi on dialogue. On peut n'être pas d'accord sur les solutions, mais au moins qu'on soit d'accord sur le point de départ. Alors justement, René, vous me donnez une belle transition là par rapport à une question.
Quels conseils pour faire vivre le dialogue social en dehors des réunions des instances en tant que telles, donc la partie on, si je puis dire. Nous sommes face, je cite, hein, à des OS qui contestent l'organisation des groupes de travail en parallèle des instances. Comment leur faire comprendre que tout ne peut pas être fait dans les instances, hein. Je pense un peu comme le Festival d'Avignon, il y a le on et le off, hein, si vous me permettez la comparaison un peu osée. Peut-être quelques éléments de réponse. C'est moi je suis d'accord quand René dit il y a les grandes messes et puis il y a les petites messes. Le dialogue social, c'est pas les instances du dialogue social. C'est les instances du dialogue social, c'est une partie du dialogue social. Et j'ai envie de dire parfois même c'est la plus petite partie du dialogue social. Et la plus grande partie du dialogue social, c'est celui qui, dans nos fonctions, nous le faisons tous les jours dans la quotidienneté. Moi, je suis pas un grand fan des groupes de travail, je vous le dis, parce que je pense que parfois on fait de la réunionnite et on n'avance pas trop. Moi, je pense que il faut se mettre d'accord avec les organisations syndicales sur la manière dont on fonctionne. Moi, j'ai pas de solution toute faite. C'est-à-dire qu'en fonction de l'organisation syndicale que vous avez en face de vous, en fonction des gens que vous avez en face de vous, il faut se mettre d'accord sur une manière de fonctionner. Vous voyez, les solutions que j'ai utilisées dans une précédente collectivité ne fonctionnent pas dans cette collectivité parce que elles n'ont pas envie de le faire. Mais moi, je suis d'accord avec René quand il dit ma porte est toujours ouverte. Moi, à chaque fois qu'il y a un représentant du syndical qui souhaite me voir, je fais en sorte de pouvoir le voir. Je fais en sorte de modifier mon agenda pour pouvoir le voir parce que ça me paraît être extrêmement important de voir ce qu'il a à me dire. Alors parfois, on n'est pas d'accord, parfois, voilà. Mais et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de charte du dialogue social ou en tout cas d'un document que vous allez construire dans les prochains jours pour vous mettre d'accord avec les organisations syndicales sur la manière dont vous allez fonctionner. Ça peut être une réunion mensuelle, ça peut être des prépas aux instances, ça peut être des groupes de travail, pourquoi pas. C'est pas parce que je suis pas un grand fan des groupes de travail qu'il faut pas en faire. Mais en tout cas, il faut poser les règles. Et en fait, pour moi, le dialogue social, c'est un peu comme un jeu de société. À partir du moment où on a les règles, on est en capacité de jouer. Mais si les règles sont pas écrites, ou qu'on les connaît pas, ou qu'elles sont pas déchiffrables, on ne peut pas jouer. Donc c'est important de poser les règles du dialogue social et de voir comment on construit. Après, je vais vous dire un truc, hein, et je vais terminer par là. Pour dialoguer, il faut être deux. Si vous avez des gens qui veulent pas dialoguer, vous ne pourrez pas les forcer à dialoguer. Si vous avez des gens en face de vous qui veulent pas faire de dialogue social, vous ne pourrez pas les forcer à faire du dialogue social. Pour dialoguer, il faut être deux. Et c'est pas parce qu'il y a une volonté de l'administration qu'il y aura une volonté des organisations syndicales. Et c'est tout l'enjeu des quelques mois qui vont arriver pour passer du mode de dialogue social que nous connaissons aujourd'hui au mode de dialogue social qu'il faut inventer. Ok, très bien, super. Merci beaucoup, Florian. Alors, on va prendre encore 2-3 questions, parce que depuis que j'ai fait un appel à candidature, ça fuse, mais c'est très bien. Alors, deux questions que je mutualise un petit peu sur la place des conseillers assistants de prévention. On nous dit aujourd'hui, hein, ce sont les conseillers de prévention qui s'occupent de la logistique des CHSCT dans la plupart des cas. S'il y a des formations spécialisées, les conseillers de prévention doivent-ils assister de droit aux comités sociaux en plus des formations spécialisées? Je sais pas si on a la réponse est oui. La réponse est oui. Ok. Sur nombre de droits. La réponse est oui. Okay. Alors, pareil, pour revenir à ce que disait aussi Florian, sa réalité se ressemble. Ça pose la question du dialogue social dans la continuité, puisque là, on revient encore dans la notion d'instance. Et de la relation entre le conseiller de prévention, ses capacités à embarquer le sujet et ses relations avec les partenaires sociaux. Voilà. Ok, merci beaucoup Cédric. Alors je reviens, je suis désolé, mais j'essaie de classer un peu les choses, mais c'est au fil de l'eau. À nouveau, question sur le dialogue social. Alors en cas de blocage et de refus du dialogue social, alors vaste sujet, hein, que préconisez-vous? Je ne sais pas si Florian, vous avez des recettes magiques. J'ai aucune recette magique. J'ai envie de vous dire, tout ceci doit être réfléchi avec la direction générale, avec les élus également. Je ne sais pas dans quelle organisation travaille la personne qui nous pose la question. Moi, j'ai envie de vous dire, en cas de blocage, là, on est à un moment un peu charnière et on a peut-être une opportunité. C'est que de toute façon, il va falloir discuter et la discussion d'ailleurs doit se faire depuis un certain nombre de jours, de 2 mois même, sur l'organisation des élections professionnelles. Donc, c'est peut-être un moyen de remettre un peu de dialogue là-dedans. Il va y avoir des nouveaux représentants du personnel qui vont être élus. Moi, je connais jamais les résultats d'une élection avant de l'avoir jouée.
bien vu dimanche dernier. Donc peut-être qu'il va y avoir de nouveaux représentants du personnel. Vous savez, des fois, il suffit d'une nouvelle personne pour que les choses se décantent un peu. Et moi, je pense que même quand les organisations syndicales veulent pas dialoguer, il faut toujours que l'administration montre qu'elle a envie de dialoguer. Il faut toujours laisser une porte entrouverte. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'administration qui a une porte fermée, de dire de toute façon on ne veut plus leur parler et que le dialogue social s'envenise, parce que le pouvoir de nuisance d'une organisation syndicale, elle est toujours importante et je pense que il faut toujours laisser la possibilité aux gens de pouvoir revenir. Moi, c'est le conseil que je donne. Très bien, ok. Ouais. Je rajouterais une petite chose, c'est que il n'est pas interdit, alors les gens du privé, il se trouve que sur le privé aussi, ils le font plus facilement, de parler méthode avec les organisations syndicales. Bon, c'est souvent un sujet, quand on met en place du début d'année, par exemple l'année prochaine, c'est souvent, c'est pas très conflictuel, c'est un moyen pour lancer les choses. Parfois d'aborder aussi des sujets qui sont des sujets moins conflictuels, qui sont des sujets, j'allais dire, un petit peu de la vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de système miracle. La preuve en est, c'est que dans une instance officielle, ils ne veulent pas siéger la première séance, ils ne veulent pas siéger la deuxième séance. L'administration a liberté pour prendre ses décisions. Lorsque l'administration leur a fait une fois, deux fois, trois fois, par expérience, les syndicats qui quittent la salle, j'ai connu. On ne court pas derrière, on laisse faire. Puis au bout d'un moment, j'aime bien vous dire que petit à petit ils reviennent parce que, et puis ils ne sont pas forcément monolithiques. Au sein d'un syndicat, moi j'ai vu parfois un agent au sein d'un syndicat qui mettait un peu le bazar dans les réunions, ses collègues ne partagent pas forcément. Donc il y a beaucoup de sujets qui peuvent faire en sorte que les choses évoluent. Il ne faut surtout pas se crisper, il ne faut surtout pas vouloir brusquer les choses. Il faut laisser un peu de temps au temps. Le dialogue social, ça prend du temps. Il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser venir. Mais je crois qu'en début de nouvelles procédures comme on va vivre, je dirais que travailler un petit peu sur la méthode, c'est aussi un sujet qui est pas très conflictuel et qui peut éventuellement ouvrir certaines portes. Il ne faut pas non plus, le pire n'est jamais sûr. Ok, merci René. Alors le temps voilà, qui nous est imparti il reste assez limité. Je vais reprendre encore deux dernières questions, réactions. On nous demande de faire repréciser alors le sujet d'avant sur les assistants de prévention. Les assistants de prévention sont membres de droit du CSA ou bien les conseillers de prévention en plus des formations spécialisées? Je ne sais pas si la question est claire. Comment il faut le comprendre? Dès lors. Oui, René, dès lors qu'il y a une formation spécialisée, il est clair qu'ils sont membres, les assistants et les conseillers sont membres. Pas de problème. Hein? Voilà, oui, bon. C'est ça. Donc la réponse est oui encore. À partir du moment où il y a un CSA sans formation spécialisée, on bascule du côté du CSA. Personne n'a parlé d'un individu qui est aussi focal et qui est membre c'est le médecin du travail. Pas l'oublier celui-là non plus. Pour moi, ça pose pas de droit aussi, de problème particulier. Donc non, il n'y a pas de. C'est pour ça que tout à l'heure vous posez la question. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est pas une révolution. Il y a un certain nombre de choses qui changent, qui évoluent, etc. Mais si on s'amusait à mettre côte à côte le décret de 82, sa partie CHSCT qui a été abrogé sur la partie CHSCT seulement par le nouveau décret de 2020 et ce que dit le décret de 2020 sur les formations spécialisées, très honnêtement, c'est tout ça et très cousin. Okay. Très bien. Merci René. En juriste, je ne sais pas ce que Cédric en pense. Je mets complètement. René, voilà, c'est en plein dans la voie. Tout à fait. C'est exactement ça. Je vais prendre vraiment la dernière question, parce que malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes. Avant de conclure, une dernière question. On nous dit bonjour, il est indiqué dans le décret de 2020 relatif au CSA qu'un règlement type est transmis. Savez-vous à qui nous pourrions le demander? La question qui tue, à la fin. Non, ce n'est pas la question qui tue. Je suis libéré de mon devoir de réserve. Je peux dire ce que je pense de mes amis de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. On est entre nous, on n'est pas très nombreux. On est entre nous, que je trouve un peu à la traîne sur ces sujets. Confère la date à laquelle ils ont sorti les textes sur les CCP, etc. Jusque-là, il y avait une circulaire
qui s'appliquait d'une part au CAP, d'une part au CT, d'une part d'ailleurs au CHSCT, de la fonction publique, qui donnait le règlement type. Alors la circulaire, elles existent encore, donc on peut s'y référer en transposant. J'ose espérer que d'ici la fin de l'année 2022, la fonction publique nous ressortira de belles circulaires applicables aux nouvelles instances, CSA, formation spécialisée, CAP, nouvelle mouture, puisque quand même il y a quelques évolutions, puisqu'on n'a plus la représentation par grade. Bon, voilà. En attendant, je dirais, alors je peux vous trouver les références le cas échéant. En attendant, on peut se référer aux circulaires actuelles qui ont toujours leur valeur, toutes choses égales par ailleurs. Alors, pendant que vous parlez d'autre chose, je vais essayer rapidement de la rechercher, je dois l'avoir quelque part. Voilà, ce que je voulais dire. Alors, on va bientôt conclure. Alors, je vois qu'il y a encore toujours des questions sur qui est membre de droit, qui n'est pas membre de droit. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de questions. Ça fait partie des éléments de formation après, Arnaud. Voilà, tout à fait, exactement. Donc voilà, c'est très établi ça. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors, je me permets. Oui, René. Pour ceux que ça intéresse, circulaire d'application du décret 2011-184 du 15 février 84. Et c'est une circulaire qui doit dater, je cherche la date exactement. Alors, j'ai sa référence Nord, BCRF 110 988 2C, pour ceux qui ont envie d'aller faire un peu de recherche. Mais très honnêtement, on la trouve très facilement sur Internet, elle est encore accessible. J'espère simplement que d'ici la fin de l'année, la fonction publique actualisera tout ça. Mais c'est pas un scandale que de se référer finalement à ces anciennes circulaires, elles ont toujours leur valeur. Très bien. Alors écoutez, merci à toutes et à tous, enfin à tous. Alors effectivement, la parité n'était pas forcément bien représentée dans nos interventions, et je pensais au public. Nous allons devoir conclure parce que le temps passe. Alors déjà, on voulait vivement remercier nos intervenants, René, Florian, Cédric, merci beaucoup. Je m'adresse plutôt maintenant aux participants. Vous recevrez donc un support synthétique de nos différents échanges. Et puis, pour conclure, je voulais vous rappeler nos différentes gammes de formation sur les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, sur les élections professionnelles, les futures élections de 2022, le rapport social unique, les instances en général, le dialogue social dans la fonction publique, et puis sans oublier une thématique que Cédric a beaucoup évoquée, qui est la formation des membres, des futurs ex-membres du CHSCT de 3 ou 5 jours, et sans compter les formations relatives aux différentes actualités RH qui sont, comme on s'est déjà dit un certain nombre de fois ce matin, assez nombreuses. Donc merci à tout le monde pour votre participation. Donc, j'espère que. Alors désolé, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais voilà, vous savez comment c'est, les webinaires souvent ça génère beaucoup de monde et beaucoup de questions. Donc merci beaucoup à tout le monde, et puis rendez-vous bientôt chez Segap, j'espère. Donc bon week-end à tout le monde, et bonne continuation et bon courage pour vos différentes mises en place dans ces instances. Au revoir. Au revoir. Belle journée.